Je vais tout le temps dire aux gens, si tu as tel type d'immeuble, tel type d'immeuble, tel type d'immeuble, je suis intéressé. Et quand tu fais au moins 2 fois du réseautage par semaine, c'est super payant. Parce que là, tu dis aux gens qu'est-ce que tu cherches et les gens se mettent à chercher pour toi. Monsieur, madame, tout le monde qui commence, c'est quoi les opportunités qui s'en viennent dans les prochaines années? Il y en a 2, 3 que je vois. La location court terme va être encore très, très fort dans les prochaines années. Surtout que récemment, dans les journaux, ça disait qu'il y avait 77 % des locations touristiques qui étaient illégales. Et là, Airbnb a décidé d'enlever toutes les locations touristiques illégales de leur site Internet, ceux-là qui n'ont pas le numéro de la CITQ. Et as-tu pensé enlever 75 % du marché de location court terme? Qu'est-ce que ça va faire dans le marché? Ça va augmenter beaucoup. La COVID arrive le 13 mars 2020. La planète arrête. En tout cas, le Québec arrête au complet ou presque. Le 14 mars, je décide de prendre le téléphone. J'ai appelé 30 courtiers immobiliers. Toute la planète est arrêtée. J'ai dit, je me cherche un chalet locatif. Moi, c'était dans l'Estrie que je cherchais. Et au bout d'un mois, absolument rien qui avait sorti. Je reprends le téléphone. Je rappelle les 30 courtiers. Je leur demande, avez-vous quelque chose? Rien. Un mois d'après, je rappelle. Là, un courtier, il dit, oui, là, je viens d'en mettre deux à vendre directement. Il m'en parle, il dit, il sort demain matin. Il dit, ben parle-moi un peu d'avance. Il dit, parfait, quand ça sort demain matin, je te rentre un offre. Et j'ai trouvé mon immeuble comme ça, en faisant des appels avec des courtiers immobiliers. Alright guys, j'espère que vous allez bien. Un autre podcast pour Finance avec Siro aujourd'hui, pour les consommateurs, pour les clients. J'ai un de mes idoles avec moi aujourd'hui, Ghislain Larochelle. Ghislain a plus de 25 ans d'expérience dans l'investissement immobilier. Il est cofondateur, président de Immo Facile, l'une des plus grandes écoles avec une bonne réputation dans le marché québécois. Ghislain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de partager avec tout le monde toutes tes connaissances. On va essayer de sortir tout aujourd'hui. Ben merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, Ghislain. Écoute, la première fois que je t'ai vu, c'était dans un de tes événements à Montréal. J'ai dit, waouh, un jour, je vais être sur le stage avec Ghislain. On n'est pas techniquement sur le stage, mais on est dans un podcast, dans mon podcast à moi avec Ghislain. Tu t'inspires des centaines de personnes au Québec à sauter à l'action, passer à l'investissement immobilier. Pourquoi tu as décidé de commencer à donner des cours à d'autres personnes pour créer un petit peu ta compétition? Mais c'est une bonne réponse. Ouais. Ça. Qu'est-ce que j'aime en immobilier? J'aime l'immobilier, j'aime aussi les bâtiments. Mais il y a une chose que j'adore, c'est ma passion, c'est les gens. C'est d'être capable d'enseigner, d'être capable de donner à quelqu'un un petit quelque chose de plus que juste leur donner une formation sur, je ne sais pas moi, comptabilité, comment calculer la rentabilité d'un immeuble à revenu. J'aime ça quand j'ai des belles histoires qui disent « Ghislain, grâce à toi, j'ai acheté 50 portes. Ghislain, grâce à toi, avec tes formations, j'ai réussi à acheter mon premier duplex. » Fait que ça me fait plaisir. Fait que mes deux passions, c'est quoi? C'est l'immobilier et c'est l'enseignement. J'adore enseigner. Être tout seul dans mon coin, puis dans un petit coin, là, tranquille, puis faire mes projets, là, oh, que ça serait long. Ouais, J'aime être avec les gens. Beaucoup, beaucoup. Ben, ça se voit, ça se remarque. Hier, tantôt avant le podcast, tu disais que hier, tu avais un meeting avec tes investisseurs à la fin de la soirée, à la fin de la journée. Et là, tu attendais comme qu'il y a une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Puis vous étiez 6. Tu étais présent. Puis la raison pourquoi vous étiez 6, parce qu'il y avait de la neige, il y avait une grande tapette, puis il y a du monde qui ont techniquement choqué. C'est ça que ma fille dit, choqué. Choqué, exact. Mais toi, tu sais, avec tout ce que tu as accompli, tu fais encore les petites choses qui est important pour les gens. Mais c'est ça qui est la différence entre quelqu'un qui passe à l'action et quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Souvent, on veut partir en immobilier, puis on va arriver avec un premier bloquant, un premier obstacle en avant de nous autres. Puis qu'est-ce que la plupart des gens vont faire? Ils vont dire « Ah, le taux d'intérêt a monté, on n'est plus capable d'investir. Ah, il y a trop de monde dans le marché, il y a ça à surenchère, on n'est plus capable d'investir. Ah, il y a de la neige. Ah, il fait plus beau au Québec. » Ils ont souvent des raisons. Et il ne faut pas s'arrêter avec ces raisons-là. Puis le plus bel exemple hier, c'est qu'on avait 15-20 personnes décédulées, un peu de neige, les gens ne se sont pas présentés, mais j'étais là. Et on a eu du plaisir avec les gens à souper ensemble.
On regarde aussi des défis, eux autres, qui peuvent vivre en immobilier, puis je les aide à travers ça. C'est vraiment génial, Ghislain. J'ai hâte, vraiment hâte, parce que tu enseignes un peu différents types d'investissements immobiliers. Oui. Il y en a plusieurs. Peux-tu nommer les types d'investissements au Québec qui existent dans l'immobilier? Il y a tellement de diversification qu'on peut faire. Pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas toutes les connaissances, c'est quoi les types d'investissements qui existent? On va commencer par là, puis après, par la suite, on va décortiquer. Parfait. Fait qu'on commence avec un des plus populaires, c'est le multilogement. Mhm. Tu as le multilogement de 2 à, mettons, de condo à 5 logements, qu'on appelle le plex, et tu as le multilogement du 6 logements et plus. Ça, c'est les deux premiers qu'on voit. Ensuite de ça, tu as le flip, l'achat, rénovation, revente. Fait que tu achètes un immeuble et tu n'es pas tout le temps obligé de le rénover, tu peux le revendre aussi. Fait que ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est le chalet locatif. Et depuis 2015, le chalet locatif, ça monte en flèche. La COVID, ça a monté en flèche aussi. Ça fait que c'est rendu très, très populaire, le chalet locatif. On a le développement de terrain qui est plus pour des gens plus habitués aussi, plus d'expertise et qu'ils ont de l'argent disponible pour être capable de faire les rues et diviser. On va aller jaser aussi du commercial, l'industriel. On sait que l'industriel de ce temps-ci est très bon. Il manque de bâtisses industrielles. C'est que ça, c'est un autre domaine. Il y a les maisons de chambre, les résidences de personnes âgées. Et quand je parle de chalet locatif, j'inclus tout ce qui est condo locatif, Airbnb, etc. Là, c'est la location court terme. Et je te dirais, c'est les 7-8 plus populaires qu'on a présentement au Québec. Donc, la question que tout le monde veut entendre, qu'est-ce qui est le plus payant dans tous les investissements en date d'aujourd'hui, en 2023? On est quoi? On est au mois de mars 2023. C'est quoi la tendance? Je vais séparer ma réponse de différentes façons, OK? Ouais. Si tu parles de bâtir un parc, de bâtir de l'équité, c'est sûr que l'industriel et le multilogement, c'est le meilleur. Si tu parles d'avoir de la rentabilité dans tes poches à la fin du mois, le chalet locatif est très, très bon. Tu t'investis dans un chalet, tu vas le payer 500 000. Tu investis dans un multi, tu vas le payer 500 000. Le chalet va être de 3 à 4 fois plus rentable que le multi. Donc, une grosse différence que ça fait à la fin dans tes poches. Mais tu as plus de temps à investir, à moins que tu donnes en gestion la location de ton chalet. Et si on regarde du côté flip, du côté achat, rénovation, revente, le terrain est souvent plus payant que le flip de maison, mais tu as besoin, en anglais, ils appellent ça cash intensive, tu as besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. J'en fais du développement de terrain présentement et pour une rue de 1,2 km, ça a coûté 1,7 million. Ouais. Fait que c'est prêteur privé, il faut avoir un peu d'argent de côté et c'est pas finançable avec une banque normale. Donc, il faut aller vers d'autres façons d'aller te financer. Dernièrement, je finance des terrains dans le privé, c'est ma spécialité. Puis je dirais qu'il y a du monde vraiment créatif dans ce domaine. Moi, j'ai des entrepreneurs, des promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le terrain, on va dire à 500 000. Ils vont des fois aller chercher un financement privé, car comme tu sais, tu viens de le dire, c'est très difficile d'aller chercher du financement. Ils vont le financer. Ils vont monter l'architecte, non, ils vont monter le plan, l'infrastructure sur papier. Oui. Ils vont commander une évaluation. Oui. Et là, l'évaluation dit que ça vaut, je ne sais pas moi, 1,5 million. Et là, ils vont revoir le prêteur privé. Ils vont dire, regarde, là, si on construit l'infrastructure, on est capable d'avoir une valeur de 1,5. Maintenant, peux-tu refinancer en considérant la valeur future? Alors là, ils sont capables de sortir tout leur argent qu'ils ont acheté, tu vois. Et là, ça, c'est tout ça sans nécessairement mettre un sou. Ben, ils ont investi pour acheter le terrain au début. Des fois, ils vont aller chercher un financement à 100%. Oui. C'est un peu plus difficile. Donc, il y a beaucoup plus de créativité qui peut être faite. C'est sûr qu'il faut bâtir des relations solides avec des gens qui ont de l'argent. Avoir un peu d'expérience aussi. Ouais. L'autre façon que les promoteurs de terrain vont utiliser, c'est qu'ils vont vendre des terrains à l'avance avant de faire les rues. Fait que de cette façon-là, ben, l'argent des terrains sert à faire la rue. C'est un petit peu plus compliqué quand tu essaies de vendre un terrain en pleine forêt. Regarde, il y a une rue qui va passer à quelque part là-bas, là, puis ton terrain, il est dans le trou. Là.
Fait qu'il faut vendre des terrains plus bas. Puis quand que la rue est construite, ben là, la valeur des terrains augmente. Donc, il faut Ça, avoir plusieurs terrains pour pouvoir au moins garder plus certains pour faire leur projet, j'imagine, right? oui, exactement. Ouais, Oui. ça, c'est vraiment intéressant. Donc, tu dis que les terrains, lotissement, c'est les plus payants, mais côté si on compare avec tous les Monsieur, autres. madame, tout le monde, c'est le multi et c'est le chalet locatif. Exact. Le chalet locatif, il y a plus de cash flow, j'imagine, à la fin du mois. Beaucoup plus. Tandis que l'autre, il y a plus d'équité. Oui. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent savoir c'est quoi la différence, l'équité cash flow, peux-tu donner un peu plus de détails? L'équité, c'est qu'est-ce que vous bâtissez au cours des années. C'est la différence entre la valeur marchande de votre immeuble et qu'est-ce qu'on appelle l'hypothèque. Qu'est-ce qui est l'hypothèque? Fait que la différence entre les deux, c'est l'équité. Tandis qu'un cash flow, c'est qu'est-ce qui reste dans tes poches à la fin du mois. Fait que revenu, moins dépenses, moins de financement va donner ton cash flow ou ton profit qui va rester à la fin du mois. Vraiment intéressant. Maintenant, si là, au début, je t'ai dit, on va décortiquer chacun des types d'investissements. Donc, le multilogement, on parle de petits plex ou de grands plex. Aujourd'hui, est-ce que c'est rentable? Tu me parlais tantôt de plusieurs offres d'achat que tu fais, puis que Oui. il y a quand même, les valeurs sont élevées, puis les revenus sont pas intéressants. C'est quoi l'obstacle aujourd'hui et c'est quoi est-ce que c'est possible encore d'optimiser les immeubles? Comment qu'on optimise? Beaucoup de questions là-dedans, là. Ouais. Le premier, est-ce que c'est rentable aujourd'hui? Oui, il y a encore des immeubles rentables. Ouais. Le défi qu'on a présentement, c'est d'être capable d'aller avec une offre d'achat qui va être acceptée et que la banque va accepter de financer. OK? Ouais. Fait que c'est ça le gros défi. À cause de l'augmentation des taux d'intérêt, les valeurs des immeubles ont baissé, mais les vendeurs pensent encore que le taux d'intérêt est à 1,9 d'intérêt et ils s'enlignent ils veulent avoir le maximum qu'ils sont capables. Fait que c'est capable de bien négocier ou d'aller chercher un multilogement qui a une opportunité pour être capable de faire de quoi avec. Ou tu fais une conversion. Et qu'est-ce qu'on veut dire par une conversion? À un moment donné, j'ai converti une résidence de personnes âgées en multilogement. Il y avait 21 chambres, on a fait des appartements avec. J'ai converti un motel en multilogement. Fait que là, quand tu as un motel qui est vide, tu ne le payes pas aussi cher que si tu avais un multilogement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder dans le multi. Et oui, le taux d'intérêt a un gros impact. Le multi, donc les conversions, tu dis, hein? C'est Ouais. intéressant, les motels. Donc, les motels, là, dernièrement, j'ai une cliente qui voulait acheter un motel, puis c'était affiché comme à 500, 600 000. Il y avait beaucoup de chambres, donc c'est pas cher, les motels, là, surtout Non. dans les régions. Non, ça, c'est sûr que c'est pas cher. Et s'il y a de la possibilité, parce que tu peux faire un motel, tu peux faire une maison de chambre travailleur. J'ai plusieurs de mes étudiants qui ont suivi notre programme de coaching. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont converti ça en maison de travailleurs. Et souvent, les chambres étaient trop grandes pour des travailleurs. Ils coupaient la chambre en deux. Ils partaient avec une résidence, mettons, il y en a un qui avait 27 chambres. Ils l'ont monté à 50 quelques chambres. Et c'est tous des travailleurs et c'est les entreprises qui paient pour les logements. C'est merveilleux, là. Fait que tu as un chèque qui rentre à tous les débuts de mois, qu'il y ait quelqu'un dans la chambre ou qu'il n'aille pas, bang, ça rentre directement. Fait que ça, c'est de la conversion. Et c'est souvent dans des périodes comme on est présentement que c'est une belle opportunité à aller chercher. Et que ce soit un motel, que ce soit une église, que ce soit une école, que ce soit... Une église, hein? J'ai vu, les églises vont se convertir plus en condo. C'est rare qu'on va voir une église qui est convertie en multilogement. C'est plus en condo ou en commercial, en restaurant on va aller chercher. Maintenant, comment on peut déterminer si on fait une conversion ou on fait d'autres choses avec? Est-ce que tu vas voir la ville avant de mettre une offre? C'est ça. Ouais, hein? C'est ça. Fait que tu peux aller voir si le zonage permet. Par exemple, ma résidence de personnes âgées permettait d'avoir un multilogement dessus. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié avec la ville a dit oui. Et après ça, on était avec un architecte et on a fait faire les plans pour modifier l'intérieur. Parce que c'est sûr que tu as des rénovations à faire à l'intérieur de l'immeuble. Oui. Et ça prend combien de temps? Ça dépend vraiment de la municipalité, j'imagine. Ça prend combien de temps quand tu fais la demande pour savoir, est-ce que c'est aussi rapide qu'on pense? Souvent dans la même journée. Ils vont le savoir. S'il n'y a pas de dérogation, ils vont dire oui, le zonage. Moi, j'étais zoné
euh, en anglais, on dit full open. Là. Il y avait n'importe quoi que je pouvais faire à peu près sur cet immeuble-là. C'est que dans la même journée, j'avais réponse. Mais s'il y a une dérogation à faire, c'est là, c'est là que c'est long parce que tu as plusieurs étapes à faire et ça ne veut pas dire que ça va être accepté au bout. Alors, si on parle d'une dérogation et là, tu fais une offre, tu achètes, le danger est là. Oui, le danger est là, mais tu peux faire une offre conditionnelle à ce que la ville accepte de la conversion en multilogement. Fait que de cette façon-là, tu n'as pas grand risque. Et si l'immeuble est vide, ben, tu peux faire. Le vendeur est obligé d'attendre anyway. Puis toi, tu attends la ville qui te donne l'OK. Parce que tu ne le veux pas. Tu ne veux pas un motel ou tu ne veux pas une vieille école pour être capable d'aller faire une conversion. À un moment donné, je travaillais dans un projet de couvent. J'ai été voir un couvent pour être capable de transférer en multilogement. Puis de ce temps-ci, j'ai une offre d'achat que vendredi, justement, vendredi dernier, j'ai fait une offre sur un presbytère pour convertir en multilogement. Presbytère? Ouais, presbytère, église, n'importe quoi. Fait qu'il faut que tu regardes qu'est-ce qui est en dehors de la norme. Si tu veux avoir un beau siplex avec la brique, tout est super clean dessus, tu vas le payer plus cher que si tu prends un immeuble qui est dans une autre vocation et que tu le convertisses. Maintenant, c'est sûr que toi, où est-ce que tu es rendu dans ta vie, avec l'école, ça doit sûrement t'aider à avoir des opportunités sur la table. Tu vois, il y a des élèves qui devraient t'approcher, ou tu devrais aussi directement avoir des prospecteurs qui le font pour toi, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là. Bien, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est le réseautage. C'est le réseautage. Hein? Je fais beaucoup, beaucoup de réseautage et je vais tout le temps dire aux gens, si tu as tel type d'immeuble, tel type d'immeuble, tel type d'immeuble, je suis intéressé. Et quand tu fais au moins 2 fois du réseautage par semaine, c'est super payant. Parce que là, tu dis aux gens qu'est-ce que tu cherches et les gens se mettent à chercher pour toi. « Hey, Ghislain, j'ai trouvé quelque chose. Si t'es intéressé, va voir tel gars, il va t'expliquer c'est quoi. » Fait que si tu restes dans ton salon ou dans ton sous-sol, il t'avance pas. C'est pas là que tu vas trouver des deals. Quand je rencontre un courtier immobilier, j'ai dit tout le temps, voici qu'est-ce que je cherche, voici la région que je cherche, la grosseur que je cherche. Tu vois, cette semaine, j'ai eu justement un ancien étudiant qui m'appelle. Il dit, hey, j'ai trouvé un super deal à Laval sur un 4 logements. J'ai dit, c'est parfait, va le poster sur notre groupe Facebook de coaching. Ouais, mais tu ne veux pas embarquer avec moi? Non, c'est trop petit, c'est pas dans mes critères. Fait qu'à un moment donné, il faut vous donner des critères. OK, vous voulez faire du 4 à 8. Bon, bien, s'il arrive un 2, tu ne touches pas au 2. S'il arrive un 12, bien, tu le transfères à quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'ai mes critères que je veux investir avec et je les rediriger vers une autre personne. Quels sont tes critères aujourd'hui? Critères aujourd'hui, multilogement, 32 et plus. 32 et plus? Ouais. Donc, la grosse argent. Ouais, c'est que je vais... Ben, on fait du partenariat. Ouais. C'est du partenariat qui va faire qu'on va être capable d'avancer plus. Je veux savoir pourquoi 32 logements et plus. Pourquoi pas 28, 20? C'est parce que tant qu'à monter un projet, c'est aussi d'ouvrage d'en monter un pour un 12, un 16 que d'en monter un pour un 32 ou un 100. C'est les mêmes calculs. Ouais. C'est juste que tu as besoin de plus de mise de fonds. Ouais. Fait que tant qu'à travailler, j'ai monté... Tu vois, là, récemment, 6 mois, on a acheté un 16 logements. Fait que c'est 96 portes qu'on a acheté d'un coup. Et acheter un 16, ça aurait été la même job. Il faut que tu passes chez le notaire, il faut que tu te fasses financer, il faut que tu fasses l'inspection, Fait que c'est toutes les choses. Et quand tu as un réseau autour de toi, tu es capable de trouver des partenaires pour embarquer. Et mes partenaires sont souvent les gens qui font le coaching avec moi. C'est les gens qui nous suivent puis disent « Ah, si c'est un deal à quelque part, je vais embarquer avec toi. » Bon, ben, OK, je veux un deal, qu'est-ce que tu en penses? Et là, des fois, les gens disent non, c'est trop loin, non, c'est pas à la porte de ma maison. Mais c'est ça. Fait qu'il faut voir avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent. 2 réseautages. Donc, ce que je retiens ici, c'est 2 réseautages par semaine pour monsieur, madame, tout le monde. 2 réseaux, c'est puissant, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Fait que, il y en a qu'on fait, mais c'est sûr que moi, j'ai l'avantage que j'en organise, je fais des coachings. Mais je dirais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, là, 1 aux semaines ou 1 aux 2 semaines, ça serait l'idéal. Ouais. Puis contacter des courtiers immobiliers, je suis à la recherche de ça. Veux-tu que je vais te conter comment j'ai réussi à trouver mon chalet locatif, mon premier? S'il te plaît, s'il te plaît.
La COVID arrive le 13 mars 2020. La planète arrête. En tout cas, le Québec arrête au complet ou presque. Et là, le 14 mars, je décide de prendre le téléphone. J'ai appelé 30 courtiers immobiliers. OK? Toute la planète est arrêtée. J'ai dit, je me cherche un chalet locatif. Et je n'en veux un. Moi, c'était dans l'Estrie que je cherchais. Et au bout d'un mois, absolument rien qui avait sorti. Je reprends le téléphone, je rappelle les 30 courtiers. Je leur demande, avez-vous quelque chose? Rien. Un mois d'après, je rappelle, là, je pogne un courtier. Il dit, oui, là, je viens d'en mettre deux à vendre directement. Et fait qu'il m'en parle. Il dit, il sort demain matin. Il dit, ben parle-moi-en un peu d'avance. Il dit, parfait, quand ça sort demain matin, je te rentre un offre. Et j'ai trouvé mon immeuble comme ça, en faisant des appels avec des courtiers immobiliers. Quels sont les critères quels ont été tes critères pour ce chalet locatif? Qu'est-ce que tu as dit au courtier immobilier? Peux-tu te donner un peu un exemple? Moi, je cherchais en Estrie, Oui. entre Drummondville et Sherbrooke. OK. Je Pourquoi? ne voulais pas m'en aller sur le coin de la 10 à cause de ma résidence. OK. Mon critère, c'était 1h30 pile maximum de ma résidence. OK. OK? Fait que s'il y a des bris, s'il arrive un problème pour soit moi ou ma conjointe qu'on a besoin de se déplacer, c'est la même affaire dans le multi ou dans le flip. Hein? Vous devez vous donner une règle de base, c'est quoi la distance maximum. Dans le multi, maintenant, je prends des gestionnaires, fait que j'ai plus de règles, ça peut être à 3 heures de route, il n'y a aucun problème. Dans mon chalet, c'était 1h30 et je cherchais un chalet en bas de 500 000, entre 250 à 500 000, qui était déjà locatif et qui était sur le bord de l'eau. C'était mes 3 critères. Puis je les ai tous eus. Bijou numéro 1, deux réseautages par semaine. Bijou numéro 2, qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Donc, avoir des règles, avoir des critères. Des critères. Des critères et respectez-vous parce que c'est très facile de sortir de vos critères de règles si vous n'avez pas si vous n'avez pas mis un genre de cercle à vos règles, en fait. Puis moi, c'est important la distance. C'est important le bord de l'eau parce qu'on voulait s'en servir. C'était notre premier chalet. On voulait s'en servir durant quand il n'est pas loué. Et vous devez vous mettre des critères. Des fois, je parle à des gens puis je leur demande, c'est quoi tu veux faire en immobilier? Puis là, ils me disent, bien, Ghislain, je veux trouver un deal. N'importe où, n'importe comment, je veux trouver un deal. Mais le problème là-dedans, c'est, tu sais quoi? C'est que les gens ne sont pas capables de voir le deal parce qu'ils se garochent à la grandeur du Québec. Ils essaient de trouver, mettons, tu veux trouver un multilogement, un duplex à Montréal, un duplex à Sherbrooke, un duplex à Québec, un duplex à Saint-Georges-de-Beauce, à Drummondville. Tu ne seras jamais capable de savoir si c'est un deal ou pas parce que tu ne connais pas le marché. Fait que je dis tout le temps aux gens, focusser. Allez focaliser directement à l'endroit que vous voulez, pas trop grand. Et là, vous êtes capable de voir, ça, c'est un deal. Le marché du duplex dans ce coin-là, c'est entre 200 et 350. Quand il est neuf, c'est plus tel montant. Quand il est usagé, c'est tel autre montant. Fait que les gens vont être capables de trouver le deal. Mais si tu es à la grandeur du Québec, là, oublie ça, tu ne seras jamais capable. Merci pour ça. Ghislain, je vais décortiquer ça encore. Tu connais tellement de choses, donc on va parler du chalet locatif. Puis j'aimerais ça que tu me racontes un peu ton histoire de combien de logements? 80 logements. Comment tu as trouvé, et puis c'est quoi l'opportunité que tu as réussi à avoir. Donc, ce que j'aime de l'immobilier, c'est que tout est facilement visible. C'est-à-dire que on peut facilement décortiquer, on peut facilement voir les chiffres avant même d'acheter, voir l'opportunité. Il n'y a rien on n'a pas besoin d'imaginer des choses. On regarde un terrain, on regarde cet immeuble, on regarde quelle est la valeur, quelle est la valeur potentielle, quels sont les revenus potentiels qu'on peut avoir. Évidemment, il faut que tu cherches un peu plus loin pour avoir ces informations, mais toutes peuvent être claires. Disponibles, claires. Soit avec des évaluations, soit par un courtier immobilier sur Centris. Il y a tellement de façons d'aller chercher. Donc, ton chalet locatif, c'est quoi? Oui, autre que vous pouvez aller passer une fin de semaine là-dedans. Sinon, côté revenu, est-ce que tu as comme regardé si ça pouvait être louable? Et est-ce que tu as regardé si ça pourrait être fait comme sur Airbnb ou dans d'autres sites web de location? Comment tu as vu? La première chose à regarder dans le chalet locatif, qu'est-ce qu'il faut que tu te demandes? Est-ce que je l'achète usagé, qui est déjà en location, ou je n'en fais construire un neuf je vais mettre en location? OK?
Fait que c'est sûr que les revenus du neuf vont être plus élevés qu'un revenu d'un vieux chalet que tu vas avoir. La base là-dedans, il faut aller voir c'est quoi la rentabilité possible. Et avant d'aller voir la rentabilité, il faut aller voir est-ce que la ville permet la location court terme. Là, le 25 mars 2023 a été la journée que le gouvernement avait donnée jusqu'à toutes les municipalités pour dire devez décider si vous gérez, comment vous gérez la location court terme dans votre village, dans votre municipalité. Et il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui empêchent maintenant la location court terme. On appelle ça la location Airbnb, si vous aimez mieux. Là. Mais c'est empêché. Donc, première chose à faire, est-ce que le chalet qui est à vendre, il y a réellement le bon zonage dedans? S'il n'y a pas le bon zonage, ben, tu ne touches pas au chalet parce que tu ne pourras pas le louer. OK? L'autre chose, est-ce que si tu achètes un terrain, est-ce que le zonage court terme est permis? Normalement, je fais beaucoup de développement de terrains de chalets locatifs. On a 250 terrains présentement à vendre. Un chalet d'à peu près 500 000 qui va rapporter entre 75 à 95 000 par année va donner dans les poches à peu près un 20 000, entre 15 à 25 000, tout dépendant si la personne le gère elle-même ou si elle le donne en gestion. Un frais de gestion, c'est de 15 à 25 %. Fait que si tu le gères toi-même, tu vas faire plus de 30-40 000 de profit. Si tu le donnes en gestion, tu vas faire un 15-20 000, mais tu n'as rien à t'occuper. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Moi, je n'ai... Attends un petit peu, là, je suis en train de calculer. Ils sont tous en gestion. Ils sont tous en gestion présentement. Ça sauve du temps. Ça sauve beaucoup de temps. Tu vas faire plus de chalets. Et il t'amène le client, il s'occupe du ménage, il s'occupe de la gestion du pelleté à l'extérieur, les marches n'ont pas été déneigées, il s'occupe de tout au complet. Donc, c'est comme, on appelle ça un certificat de CPG. C'est comme investir dans un CPG, mais tu investis dans un chalet et tu as beaucoup plus de rentabilité qu'un placement à banque. Okay. Quelle est la réalité? Combien de temps tu investis, même s'il y a une compagnie de gestion qui gère, par exemple, dans une semaine, dans un mois? C'est quelques heures seulement. C'est quelques heures parce qu'ils font... tu as la comptabilité à faire. Tu as la comptabilité à faire. S'il y a des bris majeurs dans le chalet, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses réparer. Mais tout ce qui est bris mineur, un problème avec une clé, avec une poignée de porte, une serrure ou peu importe, c'est tout le gestionnaire qui va s'en occuper. Donc, tu dis que pour une propriété qui vaut environ 500 000 et plus, on parle d'une quarantaine de mille en revenus bruts. Quand tu gères toi-même. Et autour de vingtaine de mille si tu as une gestion. C'est sûr, il faut regarder la mise de fonds aussi. Si tu as financé à 95 ben là, il y a un défi. Si tu l'as financé à moins que 80, ben là, tu as plus de rentabilité. Fait que c'est tous des chiffres à peu près que je vous donne, mais normalement, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc, OK, mais maintenant, si quelqu'un qui écoute, qui n'a jamais été dans les chalets locatifs, va acheter, bien, il y a la possibilité d'acheter une maison secondaire avec 5 % de mise de fonds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un chalet locatif, vous pouvez acheter avec 5 % de mise de fonds. 5 c'est plus si tu es résidence secondaire, propriétaire occupant 5 %. C'est bien ça. Exactement. Bien ça. Et dans le chalet locatif, 5 % c'est un peu plus rare. Non, oui, effectivement. On peut pas. C'est ça, on peut pas. On peut pas. Fait que c'est 20 % quand tu es dans le chalet locatif. Quand c'est résidence secondaire, propriétaire occupant, là, tu peux aller chercher avec 5 %. Exact. Donc, quelqu'un qui veut mettre 5 %, puis après ça, après un an, il change d'avis, puis il veut mettre à louer. Mais on va mettre ça comme ça. Est-ce que. Donc, j'imagine que plus que le financement est beaucoup plus élevé. C'est sûr, tu as plus de dépenses. Oui. Mais ta rentabilité sur ton argent est plus élevée parce que tu as mis moins d'argent dans le deal. Alors, mais est-ce que tu dirais d'aller quand même de l'avant pour quelqu'un qui commence? Nous autres, qu'est-ce qu'on conseille? C'est tout le temps d'aller avec 20 % de mise de fonds. Ouais. Ça donne un 20 %, c'est facile à financer. Et aussi, tu as une rentabilité qui est meilleure parce que tu as moins de financement de la banque. OK, tu conseilles. Moi, je conseille 20 %. 20 %, OK. Ouais. Donc, OK, on a fait quand même le tour des chalets locatifs, bien sûr. Une dernière chose que je voulais te poser, côté, on ne peut pas nécessairement savoir est-ce que ça va se louer tous les jours, tu vois? Est-ce que tu as des statistiques pour toi? Est-ce que tu as des conseils pour ça, pour déterminer déjà au départ? Il y a un logiciel sur Internet qui peut répondre à ta question.
Ah oui? Pas un logiciel, un site web, je veux dire. Ça s'appelle RDNA. RDNA. RDNA, AIRDNA.co. Et là-dessus, tu es tout capable d'aller voir tes voisins, comment ils ont loué à l'année, comment ils ont T'es eu de pas sérieux. rentabilité. Guys, là, troisième bijou, Je te guys. le dis. R, DNA.co. RDNA. Ouais, exactement. RDNA. RDNA. Ouais, .co. Ouais, .co. Et ça, avec ça, là, fait que c'est tous les gens qui sont sur Booking.com et sur Airbnb. Ouais. Et je veux savoir ton chalet, comment il a rapporté cette année, puis tu es sur Airbnb. Je vais juste aller voir ça. 125 000, tabarouette, qu'est-ce qui fait différent de moi que moi, j'ai juste 90? Et là, tu vas fouiller, excusez-moi. Et là, tu vas fouiller à l'intérieur de son annonce pour comprendre pourquoi il y a autant de locations que ça. Est-ce qu'il y a des agences de gestion qui donnent ce genre de service, guys? Dans leur scope de vente, là, ils vont dire, ils vont optimiser pour pouvoir... Nous autres, on offre le service de gestion avec les chalets qu'on vend. Et parce que tu peux acheter le terrain. Tu vends des chalets aussi? Oui, c'est ça. Fait que moi, je vends le terrain. Okay. Fait que tu peux acheter juste le terrain. Tu peux acheter un clé en main, terrain plus chalet, puis tu décides quel chalet tu veux. Et on offre la gestion après. Fait que du début à la fin, il y a tout le temps quelqu'un, c'est un clé en main que tu peux avoir. T'as combien de business, Ghislain? Parce que plus je parle avec toi, plus tu me dis, je fais ci, je fais ça, je fais ci. J'ai des bons partenaires avec moi. C'est ça qui est génial. J'approche les 500 portes. Fait que j'ai des partenaires dans le multilogement qui sont avec moi. Dans le chalet locatif, j'ai un autre partenaire qui fait du développement de terrain, puis on fait de la gestion. Mais on dit qu'on construit, mais c'est pas moi qui le construis. Là. C'est un entrepreneur qu'on réfère et lui fait tout le travail, fait tout le suivi. Fait que c'est des partenariats, c'est des fournisseurs avec nous autres qu'on a confiance et qui embarquent là-dedans. Parce qu'en immobilier, là, tu ne veux pas faire tout seul. Okay? L'organigramme, là, moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu aies des gens qui sont autour de toi qui veulent avancer. 500 portes. Tu as combien de partenaires alors? 500 portes, une vingtaine, trentaine, quarantaine? Un partenaire actif qui travaille avec moi, je n'ai un. Et on est peut-être c'est un bon chiffre, ça. Le dernier projet qu'on a fait, on était 11. Lui d'avant, on était 8, mais il y en avait qui étaient revenus d'un d'autres projets. C'est dur à dire parce que j'en ai qui vont embarquer 3, 4, 5, 6 fois. Mon record est 8 fois dans mes projets. La personne, je l'embarque dans mon projet parce que j'y retourne l'argent au bout de X temps. Elle rembarque dans un autre. Elle rembarque dans un autre. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que tu embarques avec moi dans un projet, tu mets 100 000, on va dire, OK? Et quand que je réussis à te retourner après un refinancement, ton argent, bien, tu restes avec moi à vie dans le projet. Fait qu'on reprend ton argent, puis on peut le faire travailler ailleurs. Wow. Fait que ça, c'est du partenariat que les gens aiment beaucoup. Au lieu de faire un partenariat genre prêteur privé que tu reçois un montant d'argent en étant partenaire, à la fin, quand tu refinances, on te kick dehors. Ben, c'est pas mon style. Je veux que les gens restent avec moi. Donc, il y a toi, il y a un autre partenaire actif. C'est lui qui gère tous les autres. Exactement, oui. Ouais. Donc, parce que sinon, c'est à un moment donné, gérer tous tes investisseurs. Oui, mais c'est des investisseurs, c'est des partenaires passifs. Ouais. Okay. Il y a quand même l'appel, il y a quand même la vente, il y a quand même... Oui, c'est ça. C'est quoi ta position, toi? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Moi, je suis au début. Je m'occupe de trouver des gens qui veulent embarquer dans le projet. Je m'occupe du financement. Mais le day-to-day, l'opération, je ne m'occupe pas de ça. Okay. Puis après ça, quand il y a des décisions à prendre, est-ce qu'on devrait vendre l'immeuble? Est-ce qu'on devrait refinancer? Est-ce qu'on devrait reconstruire à côté un autre morceau? Ben, moi, je suis la relation avec les partenaires. OK. Donc, toi, ton rôle? J'ai une grosse partie au début. Ouais. Après ça, l'opération, c'est mon partenaire qui le fait. Et moi, c'est tout le lien avec les partenaires. Fait que mon partenaire actif avec moi ne communique pas avec les partenaires. C'est tout le temps moi qui vais aller communiquer avec eux. OK. Donc, la communication avec les partenaires, la relation. C'est Parce que qu'est-ce qui est important dans un partenariat, c'est la confiance et de tenir informé qu'est-ce qui arrive. Ouais. OK? Fait qu'à chaque mois, ils reçoivent les états financiers chaque mois. État des résultats, le bilan, plus une photocopie du compte de banque. Fait que les gens savent exactement qu'est-ce qui a été dépensé. Je ne suis pas parti pour aller m'acheter un skidoo avec l'argent des investisseurs. Ils le voient directement dans le compte de banque, tout le détail.
et le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. J'ai une question pour toi. C'est une question personnelle pour moi. J'embarque dans des projets également. À un moment donné, tu sais, faire tout ce que tu viens de dire, tu sais, les papiers, fournir tous les papiers chaque mois, ça peut être compliqué, ça peut être demandant. As-tu un logiciel? Y a-t-il un logiciel que tu me recommandes? Nous autres, on fait la gestion avec Proprio Expert des immeubles. Proprio Expert. Proprio Expert pour... Catherine Bijou, les amis. Exact. Qu'on fait. Puis la comptabilité, on le fait avec Sage 50. Et j'ai une personne au bureau qui est presque à temps plein juste sur tous les projets avec les partenaires, qui va sortir les états financiers, les bilans, elle assiste au conseil d'administration et elle va donner à tous les partenaires l'information qu'il y a là-dessus. Proprio Expert, et ça fait quoi exactement? Proprio Expert va permettre la gestion des immeubles, tout ce qui est le relevé 31, les renouvellements, les envois de lettres. C'est un super bon logiciel pour faire ça. Parce que tu ne peux pas faire ça sur Excel. À un moment donné, tu as un fichier Excel de 500 personnes. Là. OK, les renouvellements, on fait ça comment? Puis toutes les notes, maintenant, tu as envoyé une lettre parce qu'il a fait trop de bruit, il a envoyé une lettre parce qu'il est en retard, mais tout est géré dans le logiciel. Et l'autre, Sage 50, c'est un logiciel de comptabilité. Un peu comme QuickBook. Nous autres, on utilise Sage 50 et c'est un logiciel de comptabilité qui est utilisé. Amazing. Alors, quelqu'un qui veut bâtir une structure comme Ghislain, il faut toujours savoir quelle est la valeur que vous amenez. Étant donné que Ghislain, c'est lui la tête, en fait. C'est lui qui est le plus visible. Les gens le voient le plus souvent, c'est Ghislain. Alors, avoir des communications directement avec Ghislain. Les communications sont hyper importantes. Là. Ouais. Tu vas partir dans un projet, puis ça va faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois que tu n'as pas de nouvelles. Qu'est-ce que tu penses que les gens disent? Bon, il doit y avoir des problèmes, il ne nous le dit pas. Quand il y a un problème, je le dis. OK, on a un problème, là, on a un locataire qui veut peut-être partir, un locataire commercial ou peu importe. On a un locataire commercial qui veut partir. Avez-vous, là, je fais appel à tous de tous les partenaires avec moi. Et on regarde ensemble, est-ce qu'on est capable de trouver une solution? Et là, des fois, moi, je connais quelqu'un à quelque part qui a fait ça. Parce que plus tu communiques c'est comme dans un couple. Hein? Plus tu communiques dans un couple, là, plus la vie est plus belle, plus c'est facile. Et quand il y a des défis, des problèmes, bien, les défis, des problèmes sont réglés rapidement. Quand tu dévoiles tout, tu expliques tout, chaque étape, les gens voient ce que tu vis, puis ils sont bien à l'aise. Exact. Et ils sentent que tu travailles vraiment fort. C'est sûr, il faut que tu livres la marchandise aussi. Là. Ouais. Si tu as dit que tu faisais des rénaux, il faut que tu les fasses. Ouais. Si tu as dit que tu faisais telle affaire, il faut que tu les fasses. Ouais. Mais on a un système qui s'appelle le procès-verbal, le conseil d'administration, le conseil de gestion, qu'à tous les mois, ça nous rappelle. Ah oui, c'est vrai, il fallait que j'appelle pour commander des cabanons. Comme un bel exemple, j'ai un parc à Trois-Rivières et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'ajouter 42 cabanons. C'est des blocs de 8 et à différents endroits à travers le parc. Pourquoi? Pour aller augmenter nos revenus de location qu'on a avec les locataires. Parce qu'il n'y avait aucun cabanon et on s'en faisait demander beaucoup. Et c'est après à peu près 1 an, puis tous les cabanons étaient pleins. Et là, on a ajouté une belle valeur. Ça a coûté 1 250 par cabanon. Et on loue ça à peu près entre 35 et 45 par mois par cabanon. Et ça ne prend pas bien des années puis ils sont payés. Là. Dis-moi quelque chose, Ghislain. Moi, je dis tout le temps, ceux qui viennent vendre des promesses d'achat, des prospecteurs qui mettent sur papier puis qui vendent, puis demandent 40% du profit, 20% de profit. Et là, je leur dis, guys, pour vous, là, il y a un pourcentage qui est alloué. Et il y a un pourcentage qui est alloué à l'investisseur qui met l'argent. Il y a un pourcentage qui est alloué à la personne qui travaille sur le terrain pour faire la rénovation. Il y a une règle de base pour chacun. Vous ne pouvez pas demander 30-40% du profit si vous êtes la première personne qui trouve le deal. Il y a une règle de base à suivre. Alors, où est-ce que je voulais venir avec ça, c'est que quand tu es un investisseur, tu es à la tête. Je veux pas nécessairement que tu me dises c'est quoi ton chiffre d'affaires, ton pourcentage, mais ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui trouve le deal, okay, selon les règles de base, quelqu'un qui trouve le deal, c'est lui qui amène les gens pour investir. Lui, c'est quoi le pourcentage de profit que techniquement il devrait prendre en pourcentage et les autres personnalités, combien qu'ils devraient prendre dépendamment de leur travail?
Mais la réponse est un peu difficile à répondre, puis je t'explique pourquoi. Oui. Quand c'est du flip, c'est facile à faire. On sait qu'on le paye 200 000, on le revend 400, il y a 100 000 de Renault, il y a 100 000 de Renault, il reste peut-être 50 000 de profit au total. Donc, tu en prends un pourcentage de ça. Mais quand on est dans le multi et dans de la construction, c'est très difficile à répondre parce que tu ne sais pas comment tu vas faire de profit, tu sais pas, parce qu'il faut que tu l'optimises, il faut que tu travailles pour. Fait que je vais dévier la question d'une autre façon, si tu me permets. Oui. On va aller avec les types de partenariats typiques. OK? Fait que tu as deux types de partenaires. Tu as le partenaire actif, tu as le partenaire passif. Le partenaire passif est un silencieux, il met l'argent et il n'y a pas à investir de temps. L'actif, il fait toute la job. OK? Quand que j'explique aux étudiants au coaching comment le gérer en pourcentage, la façon que je le fais, c'est qu'on part à 50-50. OK? Fait que tu mets tout le cash, je fais tout l'effort pour le projet, donc c'est 50-50. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à mettre dedans, puis je vais être pendant 18 mois à faire des rénaux, comme ça m'est arrivé dans un de mes projets commerciaux, on a eu 18 mois de rénaux à tous les jours à faire, je vais aller chercher plus d'argent. Fait que le partenaire actif va peut-être monter à 60, 70 et le partenaire passif moins. Mais s'il n'y a absolument rien à faire, puis c'est juste, tu achètes, tu passes les notaires, puis c'est donné en gestion, là, on peut varier. Là. Ça va être peut-être 40 pour moi ou 30 pour moi, puis les partenaires passifs vont avoir plus. Comment tu détermines, comment tu amènes la conversation? Parce que ça peut créer des chicanes si les gestions, l'attente, les attentes n'ont pas été déterminées dès le départ. Donc, est-ce que dès que tu rentres dans une conversation de partenariat, t'expliques, puis comment tu détermines, OK, guys, quand est-ce que je vais pouvoir vous dire si je prends plus ou je prends moins? Ah, c'est tout de suite au départ. Tout de suite au Tout de départ? suite au départ. Avant même que j'aille parler à une personne, j'ai tout de suite déterminé qu'est-ce que c'était le pourcentage. Tout de suite. Parce que tu ne peux pas aller commencer à négocier avec un, tu négocies avec l'autre, tu négocies avec l'autre, tu négocies avec l'autre. Ça ne marche pas. Fait que voici qu'est-ce que je pense qu'il devrait être. On en fait beaucoup de conseils comme ça dans les partenariats des étudiants. Je pense que tu es trop gourmand. Je pense que tu n'es pas assez gourmand. Fait que voici, pars avec ça et ça devrait fonctionner. Mais donc, tu commences à 50-50. Moi, je dis tout le temps, la règle de base commence comme ça. 50-50, puis tu regardes si tu dois moduler les pourcentages. OK. Donc, après ça, c'est sûr que tu amènes la conversation plus tard. Les gens Mais ça, il faut que tu le détermines avant de présenter aux gens qui veulent embarquer avec toi. Là. déterminent, c'est-à-dire, OK, après tel nombre de mois, si je suis là encore là-dedans. Non. Comment? Non, c'est tout de suite au départ. Quand tu vas, mettons, j'ai un projet présentement, Ouais. puis je veux te le présenter, là, je vais dire, OK, c'est 42 pour moi et c'est 68 pour toi. Peu importe, 58. peu importe ce qui arrive, peu importe le temps que je mets dedans, Ouais. je détermine dès le départ. Tu le détermines dès le départ parce que tu ne veux pas d'ambiguïté. Puis, j'étais à 58, puis là, il m'a baissé à 50, puis non, on le fait tout de suite au départ et c'est ça qui fonctionne le Donc, mieux. si tu mets plus de temps ou moins de temps, c'est un sacrifice que tu prends. Bien, normalement, quand tu as un peu d'expérience, tu es capable de voir qu'est-ce qui est payant, combien de temps que tu mets dedans. Là. Parce que si c'est à louer, mettons que présentement, tu as un immeuble qui est vide, on revient avec notre motel de tantôt, on convertit un motel ou une résidence de personnes âgées, tu as 24 logements, tu le loues. De ce temps-ci, on ne travaille pas trop fort pour louer. Là. C'est relativement facile parce que le taux d'inoccupation au Québec est dans presque toutes les régions en bas de 1 Fait que l'effort n'est pas comme ça, mais on se retrouve en 2018-2019, que là, on était plus aux alentours de 2-3 d'inoccupation. Là, c'est plus difficile à louer. Fait qu'il faut tout le temps que tu regardes un peu qu'est-ce qu'il y en est et qui va faire la job d'opération. Parce que quand tu roules, mettons, vous mettez toute la gang pour acheter un chalet locatif, vous mettez 2-3, mais qui va s'occuper de répondre aux questions? Qui va s'occuper? Si le gestionnaire a des questions. S'il y a des problèmes, qui s'en occupe? Mais là, des fois, même les partenariats ne sont pas égaux à travers les passifs. Fait qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 5 personnes à 10 il y en a peut-être un qui va avoir 8, puis l'autre va avoir 12, parce que lui, 12 va en faire plus que les autres. Parlons de ton multilogement là, de 16. 6 x 16. 6 x 16, exactement. Oui, 96.
C'est une nouvelle construction ou c'était Il existant? venait d'être construit OK. et le contracteur vendait. Le contracteur directement vendait. Il Ouais, voulait le exactement. vendre chaque appartement, chaque Tout bloc. d'un bloc. OK, Il voulait tout vendre. à une Ben, personne? c'est plutôt le contracteur était dans le deal avec des partenaires passifs et OK. les partenaires passifs vendaient. Fait que moi, j'ai racheté les parts du partenaire passif. On a racheté les parts du partenaire passif. Et le Le promoteur? contracteur, le promoteur est resté dedans. OK, je vois. C'est ça. Fait que c'est en faisant du réseautage que je l'ai trouvé. OK. C'est carrément comme ça. C'est rare que je vais prendre un immeuble sur Centris ou Marketplace puis que je vais le trouver comme ça. C'est en me promenant. Et qu'est-ce que tu as vu comme potentiel dans cet achat? Bien, comme on sait, les 5 premières années, quand tu achètes un immeuble qui est flambant neuf, tu n'as pas de limite d'augmentation des loyers. On a la façon que le contracteur, le promoteur l'a fait, il l'a fait d'une super belle façon. C'est que, au lieu, on a vu dans les journaux l'année dernière que les gens louent un flambant neuf à 800, puis là, quand il arrive la deuxième année, ils montent ça à 1500. Ah, c'est incroyable, j'ai doublé mon loyer. Mais le promoteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis à bonne valeur tout de suite en partant. Fait que là, c'est des augmentations de 2, 3, 4, 5 qu'il va y avoir à chaque année. Fait que de cette façon-là, les gens restent, les gens demeurent avec nous autres et on n'a pas on passe pas dans les journaux pour dire qu'ils ont augmenté de 800 à 1500 les loyers. Donc, tu l'augmentes d'année après année. On l'augmente, mais raisonnablement et non pas de doubler le loyer ou de faire 30-40 de plus. OK, donc la première opportunité que tu as vue ici, là-dedans, c'est augmenter les loyers. Possibilité d'augmenter les OK. loyers, tout dépendant là-dessus. Puis c'est des immeubles neufs. Fait qu'il est encore sa garantie. On a le promoteur qui est avec nous autres, qui est contracteur. Fait qu'il a un gros avantage. Il fait toutes les rénaux, s'occupe de tout. Donc, c'est un beau projet. Et est-ce que tu as acheté à un bon prix également? On a acheté, je dirais, à valeur marchande. À la valeur marchande. Donc, même avec la valeur marchande et la valeur potentielle était là aussi. Parce que c'est la valeur potentielle qu'on a été se baser. Et souvent, tu n'as pas de. Les gens attendent avant d'investir en immobilier parce que sais-tu qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un court-circuit. Mais tu n'as peut-être 1 sur 10, un court-circuit là, qui veut. Ah, ça va là, j'ai fait 100 000 tout de suite en partant, j'ai fait 1 million tout de suite en partant. C'est mieux d'avoir plus d'achats d'immeubles. Puis c'est sûr, c'est capable d'avoir des courts-circuits, mais ils sont rares. Là. Fait qu'est-ce que tu peux faire, c'est d'aller acheter des immeubles, tu n'achètes. À un moment donné, tu bâtis ton parc et tu vas tomber par hasard ou par une référence sur un court-circuit. Maintenant, à la place où est-ce que tu es rendu, la place que tu es rendu aujourd'hui, c'est quoi les opportunités que tu vois? Mettons qu'il y a un investisseur immobilier qui commence, qui se demande, genre, OK, c'est quoi les opportunités que j'ai au top, à 500 logements? Tu vois? Est-ce que c'est plus facile d'avoir des opportunités? C'est quoi les potentiels d'optimisation? C'est quoi les potentiels de façon de faire que tu as, que peut-être que quand tu commences, tu n'as pas? Tu comprends ma question? Oui, je vais y aller avec 2 volets. Le premier volet, je vais parler de moi, les opportunités qu'il y a. C'est sûr qu'en faisant beaucoup de réseautage, en connaissant beaucoup de monde, ben ça m'apporte des immeubles, ça m'apporte des gens qui veulent investir en immobilier autour de moi. Et pour monsieur, madame, tout le monde qui commence, c'est quoi les opportunités qui s'en viennent dans les prochaines années? Il y en a 2, 3 que je vois. OK? La location court terme va être encore très, très fort dans les prochaines années. Surtout que récemment, dans les journaux, ça disait qu'il y avait 77 des locations touristiques qui étaient illégales. Et là, Airbnb a décidé d'enlever toutes les locations touristiques illégales de leur site Internet, ceux-là qui n'ont pas le numéro de la CITQ. Et as-tu pensé enlever 75 du marché de location court terme? Qu'est-ce que ça va faire dans le marché? Ça va augmenter beaucoup. Ça a déjà pris effet? Ça a déjà pris effet? Non, ça n'a pas pris effet. Ça a sorti justement cette semaine. Fait que je t'annonce une très grande nouvelle. Ça n'a pas pris effet encore. Ça s'en vient. Le Airbnb va enlever de son site Internet tous les logements, tous les condos, tous les chalets qui n'ont pas un numéro de CITQ légal dedans.
Et là, le ministère du Tourisme est en train d'aller gratter pour que les autres compagnies fassent ça aussi, Booking.com, VRBO. Fait qu'ils vont faire la même affaire. Fait que le touriste, la location court terme, je vois une opportunité pour 2023. Une autre opportunité que je vois dans le marché, c'est les maisons de chambre de travailleurs. Il manque beaucoup, beaucoup de logements présentement. Il y a beaucoup de travailleurs qui se déplacent pour aller travailler peu importe où, dans le Grand Nord, dans les mines. Je jasais quelqu'un justement au souper hier au soir, puis il disait qu'il fait de la recherche de gens, de travailleurs pour les mines, puis il en manque. Il manque de monde partout. C'est que les maisons de chambre travailleurs, je vois une grande opportunité qui s'en vient avec ça. Et il y en a de plus en plus des immeubles qui sont convertis vers ce domaine-là. Merci. Merci pour ce partage. C'est sûr que ça va aider beaucoup de monde, juste avec les Airbnb, avec les chalets locatifs. Parlons de séparation de terrain, lotissement du terrain. Donc, tu as dit que c'est l'un des investissements les plus payants, sauf que ça prend plus d'investissement. Quelqu'un qui commence et qui veut faire ça, ça prend combien, par exemple, le minimum pour... Bien, le plus simple là, pour les gens qui commencent, là, c'est d'acheter une maison qui a un grand terrain et diviser le terrain. Fait que ça, c'est la façon la plus simple. Fait que tu achètes la maison, tu es capable de la financer avec la banque parce que tu as une maison dessus, tu as un immeuble, et tu peux diviser le terrain en 2, 3. Je te donne un exemple. À Saint-Hubert, j'achète une maison et on a divisé le terrain en trois parcelles de l'autre terrain pour être capable de revendre. Fait que ça, c'est la base pour débuter parce qu'aller faire les routes, aller faire tout ce qui est... C'est beaucoup de temps. Et quand tu as un grand terrain, tu peux le diviser puis tu fais quand même assez d'argent avec ça. Oui. Par exemple, parle-moi un de tes projets. Ben, Saint-Hubert, c'est Saint-Hubert. On est là avec lui de Saint-Hubert. Fait que prix payé 360 000. On a divisé le terrain. On a revendu chacun des terrains 155 000. Donc... 3 terrains? Il y avait la maison plus 2 terrains. Fait que les 2 terrains, ils ont vendu 155 Donc, tu as rentabilisé ton... C'est comme tu as acheté gratuitement la maison. Exactement. Plus, on a revendu la maison à 290 000. Bon, tu mérites. Nice. Nice. Fait que c'est la division de terrain. Quand tu es capable de le faire avec la ville, il y a plein de règlements à respecter, mais c'est quoi les règlements? Bien, c'est surtout la dimension. OK? Fait que la dimension par rapport au type d'immeuble que tu peux mettre dessus. Et il y a des villes que maintenant essaient d'enlever. Il y a plusieurs villes que c'est rendu plus difficile de faire la division de terrain parce qu'ils exigent des dimensions trop grandes. Tu as les limites de vue du terrain aussi parce que tu ne peux pas construire sur le bord du terrain. Tu as l'accès au terrain. Est-ce qu'il y a de l'eau disponible? C'est sûr que dans des petits projets comme ça, la ville n'a pas grand impact. Là. Pas la ville, mais je veux dire, l'eau n'a pas grand impact. Mais quand tu fais un gros projet, tu vois, j'avais un projet de 64 x 3, presque 190 portes. Et parce qu'il manquait d'eau à la ville avec le système de filtration d'eau, ils n'ont pas été capables de nous accorder ce montant-là. Fait qu'ils nous ont accordé 120 à la place. 120 logements? 120 logements à la place de 180 quelques. C'est-à-dire que tu as acheté un terrain avec un immeuble et tu l'as séparé pour construire un autre 120 logements? Exact. C'est tout fait? Et c'est quoi le type d'immeuble que tu as acheté pour pouvoir... Celui-là, c'est un terrain vide. Okay, celui-là, c'est un terrain vide. Dans ce cas-là, c'est un terrain vide. Fait qu'il faut qu'il y ait des règlements. Il faut que tu ailles voir à la ville. Va t'asseoir avec l'urbaniste. L'urbaniste, ils sont tellement gentils, ces gens-là. Là. Tes appels des municipalités, ils sont disponibles, ils sont capables de répondre à nos questions. Ils vont essayer de trouver des solutions avec nous autres pour être capables de voir dans le règlement qu'est-ce qu'on peut faire. Ça vaut réellement la peine. As-tu un service pour ça? Comment tu dis ça? As-tu un service pour ça? Par exemple, tu as un business de service où on peut... Un investisseur veut faire les recherches. Non. Ça pourrait être une bonne idée? C'est une bonne idée, mais c'est relativement simple à faire. C'est que tu t'en vas, t'appelles la ville, puis tu vas l'avoir rapidement. OK. Donc, il n'y a pas une Non, grosse... il n'y a pas de service là-dedans. C'est pas une grande création de valeur, mais... Non, c'est ça, exactement. Mais écoute, ça peut être intéressant parce qu'il y a des mondes comme moi ou d'autres personnes qui sont extrêmement occupées, qui ont des opportunités, mais ils veulent quelqu'un qui fait les appels, mais encore là,
l'investisseur passif ou l'investisseur actif, il fait ses démarches, c'est pour ça qu'il est payé, Ouais, il est bien ouais, payé. ouais. Alors, avant d'acheter la propriété à Saint-Hubert, as-tu fait tes recherches avant d'acheter ou comme c'est une offre J'ai été, d'achat conditionnel? j'ai été voir à Ville, ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ça a pris Puis celui-là était relativement facile parce que c'était marqué que tu pouvais diviser le terrain. ça, Mais c'est ça, fait que c'était marqué par le courtier que tu pouvais diviser le terrain. par le Mais courtier, tu l'as acheté de Centris. je l'ai acheté sur Centris, Wow, celui-là. OK. Puis c'était marqué, tu pouvais dire, mais il disait qu'il y avait juste 2 terrains. Fait que là, en allant fouillant la ville, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 terrains qu'on pouvait faire avec. Fait que ça vaut la peine d'aller chercher, d'aller fouiller un petit Donc, peu le plus. vendeur, il était sur une mine d'or, mais il n'a pas nécessairement profité. Il ne voulait pas le faire. Il voulait pas le Il y a beaucoup de gens qui... C'est de l'ouvrage, là, faire ça. Là. C'est que lui, il s'en allait. Son but, c'est de s'en aller dans 90 jours. Il s'en retournait dans une autre ville. Il déménageait. Puis il n'avait pas le temps de faire ça. Il avait sa job. Il était super occupé. Puis il dit, tant mieux si toi, ça fonctionne. Moi, je suis content du prix que j'ai eu, que j'ai vendu ma maison. Puis on donne le dossier à quelqu'un d'autre. Et dans ce projet-là, vous étiez deux? On était 2 partenaires. Ouais. Ouais. Nice. Fait que c'est ça qu'il faut voir parce que les gens, souvent, pensent, mais c'est comme les courtiers vendent des immeubles, les courtiers vendent des deals. Mais là, les investisseurs qui disent, mais comment ça que, pourquoi qu'ils ne le gardent pas pour lui-même? Mais souvent, les gens n'ont pas le temps de faire ça. Ils vont travailler beaucoup avec les investisseurs, puis ils envoient les deals. Ils envoient les deals. Fait que ça ne veut pas dire parce qu'il y a un deal avec un courtier qu'il va le garder pour lui. Là. Ouais. Et dans mon expérience, c'est même rare qu'il va le garder pour lui. C'est même rare qu'il va le garder pour lui. Parce que les courtiers, leur métier, c'est d'acheter, pas d'acheter, je veux dire, de faire le courtage immobilier. Donc, c'est leur métier. C'est sûr qu'il y en a des courtiers immobiliers qui vont acheter, mais ce n'est pas la norme, je dirais. Surtout si le courtier, il vend une 40, 50aine. D'immeubles, oublie ça, là, il n'y a pas le temps d'aller gérer le locataire, d'aller s'occuper. Intéressant. Donc, lotissement de terrain, tu me dis, il faut commencer petit. Oui. Et par la suite, tu peux aller. C'est une très bonne idée, là, acheter les terrains. Est-ce qu'il y en a beaucoup, tu penses? Il y a encore beaucoup? Il y en a encore, il faut juste les trouver. Ouais. Il faut les trouver. Puis avec un courtier immobilier, il peut faire une recherche par dimension de terrain. Fait qu'il peut. Fait que, par exemple, tu es dans une certaine ville. Tu es à Blainville. Tu sais qu'à Blainville, le minimum du terrain, c'est 5500 pieds carrés. Bon, tu vas regarder tous les terrains qui sont en haut de 11 000. Tu fais une recherche. Et là, tu regardes après ça, si la maison est en plein milieu, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut que la maison soit un petit peu sur le côté pour que tu puisses vendre le terrain à côté. Donc, tu fais des recherches avec les municipalités. Non. On fait des recherches. Il faut que, comme quand je le disais tantôt, il faut connaître son marché. Ouais. Tu ne peux pas faire ça à grandeur du Québec. Il faut que tu cherches, mettons, à Sainte-Thérèse, c'est 10 000 pieds. À Blainville, c'est 5 500. Puis là, c'est des chiffres au hasard. Là. Prenez pas mes chiffres, là, OK? C'est des chiffres au hasard et tu vas aller voir à la ville, c'est quoi le minimum. Et là, ils vont te le dire. Mais si c'est avec puits et fosse septique, il y a des villes, c'est 32 000. Il y a des villes, c'est 40 000. Il y a des villes, c'est 45 000. Fait qu'il n'y a pas un chiffre qui est pareil. Fait que tu dois connaître dans la région que tu vas investir. Et ça, c'est accessible sur Internet? À la ville. Moi, j'appelle la ville. Tu appelles la ville, puis tu dis, c'est quoi le... C'est quoi le minimum d'un terrain avec puits et fosse septique que tu peux avoir? C'est quoi le minimum d'un terrain qui est alimenté par par exemple, l'égout municipal? Par exemple, je te donne un exemple. Donc, le minimum pour ce terrain, c'est, on va dire, 10 000. Oui. Donc, le terrain, il est 30 000. Puis il est sur le côté. Donc, en théorie, tu peux faire 3 terrains. Vraiment intéressant. Fait que c'est une des façons de faire pour débuter dans le division de terrain. Aujourd'hui, avec le changement de loi pour les flips, tu vois, tu ne peux pas nécessairement vendre dans un an. Quel changement de loi? Il n'y a pas eu de changement de loi. Là. C'est juste pour les propriétaires occupants, ça. Oui, mais voilà. Exact. Mais ceux qui profitent de cette règle avant... on fait bien des farces là-dessus, là, mais cette règle-là est une bonne règle qu'ils ont mis. Okay? Je suis très content qu'ils aient mis cette règle-là, le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand toi, tu es professionnel puis tu fais du flip, moi, j'en ai fait 93 flips à date, OK? Que j'ai fait. 93 flips. Et oui, je les ai tous comptés là, entre 2012 et 2017. OK?
Donc, 2012. 2012 à 2017, je n'ai fait 93. C'est sûr que j'avais une tabarouette de grosse équipe pour être capable de toutes les gérer, là. Mais je payais mon impôt. Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de passer cette loi-là pour les gens qui sont nos compétiteurs en tant que nous autres. On est professionnels, on fait du flip, on achète, on rénove, on revend. Bien, nous autres, on va payer notre impôt, là. Ça va être un impôt dans le style entreprise qu'on va payer dessus. Fait qu'il n'y a aucun problème. J'ai payé mon impôt, c'est 93. Moi, ça ne m'affecte pas du tout. C'est pour contrer les gens qui vont changer de maison à tous les 6 mois. Fait que là, je m'en vais dans une nouvelle maison. Je suis propriétaire occupant, donc ils compétitionnent avec nous autres. Ils font ça souvent seuls, avec le beau-frère, avec les chums pour rénover la maison. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revendre la maison. Et là, ils vont dire que c'est une exemption de gain en capital parce que j'ai demeuré dans la maison. Et là, le gouvernement, il va faire, mettons, 100 000 de profit sa maison. Ils vont recommencer ça un autre 6 mois. Ils vont faire un autre 100 000. Fait que c'est un genre de pattern d'entreprise qu'ils ont développé pour éviter de payer les impôts. Et je suis très content qu'ils aient sorti ça. Nous autres, ça nous enlève de la compétition dans le marché. Fait que les monsieur, madame, tout le monde, il faut qu'ils attendent 1 an maintenant pour le faire, pour avoir une exemption. Sinon, s'ils revendent en dedans d'1 an, ils doivent payer l'impôt. Il y a des exceptions. Si tu déménages, tu changes de job, s'il y a un décès, un divorce, etc. Là, étudiant, il y a plusieurs exceptions à la loi, mais la base est là. Vraiment intéressant comment tu te positionnes là-dessus. Fait que pour un investisseur, pour les gens qui suivent mes formations puis qui apprennent le flip, ça ne change absolument rien. L'impôt est déjà dans vos calculs. Elle est déjà dans nos calculs, puis il faut déjà la payer, c'est que c'est déjà dedans. Oui. Donc, c'est ceux qui disent « les flips, c'est mort », c'est ceux qui font de façon illégale. De façon propriétaire occupant. Exactement. Bon, illégal, propriétaire occupant, ils profitent un peu du système pour pouvoir gagner le plus dans leur poche, mais tu le fais de façon professionnelle. Un investissement flip, ça reste un investissement flip. Exact. Maintenant, c'est quoi les règles de base là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant? Comme tu as 20 000 de profit, tu conseilles-tu tes élèves ou ils font un minimum de profit? Moi, par exemple, quelqu'un qui fait du prêt privé, qui finance des flips, j'ai dit la règle de base, c'est minimum 100 000. Parce qu'après les profits, après les dépenses, dépassement de coûts, courtier immobilier, taux d'intérêt, frais de dossier, gain en capital, il ne te reste pas grand-chose dans tes poches si tu commences à 50 ou 40, tu vois. Un minimum de 100, bien là, après ça, il te reste quand même assez, surtout si tu as mis 6 mois de travail là-dedans. Alors, c'est quoi ta version à toi? On avait avant, puis juste avant de répondre, il y a une façon de le calculer, le profit du flip. Il y a des gens qui oublient bien des choses. C'est la valeur de revente, moins la valeur d'achat, moins les rénovations, moins les frais de détention, puis moins le frais de courtage immobilier. Ça donne le profit total. Avant le COVID, je disais c'est minimum 25 000 de profit que tu dois aller chercher. Maintenant, je dis que c'est plus parce qu'il y a plus de profits qui se font, parce qu'il y a moins d'inventaire sur le marché. Les gens vont faire aux alentours de 35-40 000 minimum de ce temps-ci de profit. Et une des règles de base que j'ai, c'est 25 000 minimum ou 10 de la valeur future de l'immeuble. Fait que c'est un immeuble de 1 million, c'est pas 40 000 qu'il faut que tu fasses, là, c'est 100 000 de profit. C'est un immeuble de 500 000, c'est 50 000 de profit qu'il faut que tu fasses. Parce que tu as plus de temps, tu as plus de risques, tu as plus d'investissement dedans. Fait que ça, c'est ma règle de base, on va dire, qu'on enseigne au coaching. Puis par la suite, si tu utilises un prêteur privé, là, c'est notre game. Exactement. Mais le flip, tu n'as quasiment pas le choix d'utiliser le prêteur privé parce que les banques n'aiment pas ça. La spéculation, là, c'est pas très, très bienvenu. Sauf si c'est un flip esthétique. Ouais. Un flip, on va dire, décoration, là, que tu t'en pelouses, tu fais des petits rénaux dedans, là, c'est correct, 25 000, là, tu t'achètes. On appelle ça un hot dog. Tu achètes, tu fais un petit peu d'amélioration, puis tu revends tout de suite. Et dernièrement, on n'a pas parlé du financement privé. Parce que tu vends des cours de comment devenir un prêteur privé. Oui. C'est une autre diversification, c'est une autre façon de faire de l'argent. Quelle est ton opinion? Comment tu vois ce marché? Est-ce que c'est bien d'investir? Quel type d'investisseur devrait rentrer là-dedans, devenir un prêteur privé, faire des rendements? Est-ce que c'est payant?
C'est très payant pour les investisseurs en partant. Tu fais 2 à 3 fois plus que si tu avais mis ton argent en banque. Je dirais que les taux varient de 10 à 15 % là, de rentabilité là-dedans. Tu connais ça, tu es spécialiste là-dedans. C'est plus pour les autres personnes. Et qui devrait rentrer là-dedans? Tu as 2 modèles. Selon moi, tu as le modèle monsieur, madame, tout le monde qui ont 200, 300 000 d'équité sur leur maison et qui vont aller faire du prêt. Le défi là-dedans, c'est que tu peux presque pas faire du prêt si tu ne connais pas pourquoi tu prêtes. Fait que souvent, quand tu n'as pas fait de coaching, tu n'as pas fait de formation, puis tu t'en vas prêter sur un flip, tu t'en vas prêter sur de la construction de neuf, tu t'en vas prêter sur n'importe quoi, et je ne suis pas sûr. OK? Et tu as des prêteurs qui sont plus professionnels avec qui tu travailles, qu'eux autres sont habitués, savent comment calculer, puis ils vont même te guider pour dire non, je pense que c'est trop risqué, qu'est-ce que tu fais là? Non, je pense que tu devrais regarder d'autres options, avoir un plan A, plan B, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour le prêteur privé, c'est comment tu vas le rembourser. S'il n'y a aucune façon de ressortir son argent dedans, le prêteur privé n'embarquera pas dedans. Absolument. Maintenant, s'il devait positionner le prêteur privé en fonction des revenus, right? Le plus payant. Le plus payant, lotissement, right? Après ça, on a les conversions, j'imagine. Les conversions, c'est payant aussi. Le prêteur privé va quand même pas mal. Je te dirais, le chalet va faire plus d'argent parce que le chalet, la capitalisation. Capitalisation, valeur marchande, plus l'équité qui est bâtie, les revenus, le cash flow qui est bâti. Puis je te dirais, le prêteur privé est à peu près dans le milieu. Mais c'est relativement simple, un prêteur privé. Fait que tu sors ton argent, tu analyses le projet, tu fais le prêt, puis tu fais un suivi aux X mois. Fait que c'est plus simple que d'aller gérer un chalet souvent. Qu'est-ce que j'ai dit aux clients, car je finance à travers les prêteurs privés. Je fais la gestion de fonds privés également. Qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire quelqu'un qui commence, qui a 300 000 d'équité, qui se lance, qui fait du financement privé, de un, c'est dangereux parce qu'il ne sait pas dans quoi il s'embarque. De deux, des fois, tu peux faire plus de mal que d'autres choses, même si tu as des bonnes intentions, parce que tu as donné un terme de 6 mois, mais c'est pas si le client il pourra sortir dans 6 mois, mais si tu veux ton argent, mais le client n'est pas en mesure de te repayer, tu n'as pas le choix d'envoyer un avis. Et là, ça fait mal au client, puis tu te bloques dans d'autres transactions. Donc, ça peut faire plus de mal que d'autres choses si tu n'as pas l'expérience. Et tu peux aussi mettre ton argent à risque, car tu te prêtes à 80%, 85%, quand la majorité vont à 65%. Des choses super simples. La gestion, qu'est-ce que tu fais si ça va mal? Ouais. Moi, ce que je conseille, c'est toujours commencer avec un gestionnaire, un prêteur privé, donner leur argent pour que lui gère. Il fait un regroupement. Un regroupement. Puis plus tard, écoute, si tu veux voler tes propres ailes, charger des propres frais de dossier, un jour, tu peux le faire. Mais comme n'importe quoi, tu te mets en partenariat. Tu te mets en partenariat avec un gestionnaire qui peut le faire. Puis plus tard, tu peux le faire. Puis encore là, si tu as juste 300 000, là, tu ne vas pas faire 40 prêts avec ça. Là. Non, je sais. Non, tu n'iras pas loin. C'est ça. Alors, puis, tu sais, le nombre de travail que tu dois faire pour aller chercher le deal, c'est-à-dire, hey, moi, je suis prêteur privé pour ton 300 000. Tu vas faire tant qu'à faire ça, juste donner à quelqu'un qui va prêter, qui va le mettre plus. Tu fais un petit peu moins, mais au moins, qu'est-ce que ça fonctionne. Puis lui, il a toute une routine, il a tous ses processus à l'interne. Oui. Puis il a son réseau aussi, fait que il va prêter souvent. Moi, j'emprunte souvent avec des prêteurs privés. Fait que ça va être souvent les mêmes investisseurs qui vont prêter. Parce qu'il y a 2 types de prêts que je vois, tu me diras si je me trompe. Ouais. Tu as le prêt avec des investisseurs, puis tu as le prêt avec des gens qui ont de la peine à arriver, monsieur, madame, tout le monde, avec leur maison. Absolument. Exact. Il y a les prêts pour les investisseurs, puis pour les gens qui ont des difficultés financières, du sauvetage immobilier, qu'on dit ça, et il y a aussi la consolidation de dette. Okay. Donc, investisseurs, consolidation de dette et du sauvetage immobilier. Okay. Donc, les avis 60 jours, et là, on doit rentrer dans le deal, payer le prêteur, rembourser toutes les dettes. Il y a beaucoup de consolidation là-dedans aussi. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui ont bumpé leur carte de crédit, stratégie d'optimisation de crédit. Donc, le prêt privé, ça n'apparaît pas dans le bureau de crédit. Donc, on transfère la dette dans le prêt privé
au niveau du crédit, ben, tout est à zéro. OK. Le crédit augmente. Puis dans 6 mois, tu refinances le prêteur privé dans une banque là parce que la banque t'accepte. Ou des hypothèques légales aussi. Des fois, les banques, ils ne sont pas nécessairement willing Oui, le de, risque. de payer ton hypothèque légale. C'est un peu con à dire que tu vas voir la banque et dis écoute, il y a une hypothèque légale à payer. Puis je veux refinancer pour pouvoir rembourser. Ils disent quoi? Non, on ne peut pas t'aider. Revenez nous voir quand c'est payé. Mais j'ai de l'équité pour le payer, j'ai des bons revenus, j'ai un bon crédit. Donc, on passe par le prêt privé pour rembourser. Donc, ma réponse est longue, mais ça répond à ta question. Oui, exactement. Puis le prêt privé, les gens, souvent qui débutent, ont peur de ça. Puis il ne faut pas avoir peur du prêt privé parce que ça te permet d'aller chercher d'autres deals que tu n'aurais souvent pas été capable de faire avec la banque. Donc, quelqu'un qui veut faire affaire avec un prêteur privé, que tu dis de ne Ben, pas avoir peur. moi, je ne veux pas avoir peur d'aller trouver un prêt. Oui, même si ça va coûter 10-15 d'intérêt, tu le mets dans ton calculateur, puis tu dis, OK, pendant 3 mois, je vais avoir un prêteur privé, le temps que je fais assez réno. Après ça, je m'en vais à la banque. Souvent, c'est plus payant comme ça. Absolument. Et je pense que comment tu peux gérer un peu tes peurs, c'est de travailler avec des bonnes personnes dès le départ. Parce que souvent, dans le monde de prêt privé, c'est pas réglementé. Oui. Donc, de même, moi, je deviens prêteur privé, je suis une mauvaise personne. Moi, tout ce que je veux, c'est reprendre la maison. Pensez un peu, la maison vaut 300 000, tu as une hypothèque de 100 000, tu veux un 50 000. 50 000 à 15 c'est des peanuts. C'est pas la grosse argent pour le prêteur privé. Ouais. Mais si on reprend cette propriété, Là, ça va bien. là, c'est payant. Ouais, exact. Donc, il y a des prêteurs qui sont là pour la mauvaise business pour reprendre des propriétés. J'ai vu des prêts privés à un moment donné qu'après 6 mois, ils partaient de 12 à 28 Fait que le gars attendait, je me rappellerai tout le temps textement, le gars attendait après un prêt, c'est une entreprise, elle attendait après une subvention du gouvernement puis pour faire des rénovations, de l'amélioration d'équipement. Et le prêt n'est pas rentré à temps. Fait que là, il est tombé à 28 de taux d'intérêt au bout de 6 mois. Ouais. C'est pas des bonnes nouvelles sur le cash flow, ça. Non. Il y a des pénalités aussi. Tu vois, des fois, tu rembourses. Ton terme fini, le prêteur, il a mis ça dans son contrat. Petite ligne dans le contrat, 10 000, 10 000 pour rembourser le prêt. C'est rare, mais j'ai vu du monde se faire prendre. Ou des prêteurs privés qui prennent plus de risques, mais ils sont beaucoup plus chers. Ouais. Ils sont beaucoup plus chers. Donc là, je trouve qu'il y a un balancement là-dedans, s'il y a plus de risques. Mais encore là, si tu charges 30 000 de pénalité, si tu rembourses avant ton terme, là. Aïe, aïe. Ouais. C'est ça. Donc, à la base, travailler avec des prêteurs privés, professionnels, passer par du monde comme toi, du monde comme moi, courtier hypothécaire, qui vont calculer les risques associés au dossier, qui vont regarder c'est quoi la porte de sortie. Moi, je ne fais pas un prêt s'il n'y a pas de porte de sortie. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis le prêteur privé qui dit la même chose, là, il faut qu'il prouve. OK, il travaille-tu avec un courtier hypothécaire? Si les clients rentrent directement par lui, c'est-à-dire il sollicite directement le client, et le client n'a pas de courtier hypothécaire, et il dit, ben, nous, on s'est spécialisé dans la porte de sortie, c'est leur script de vente, et après ça, tu fais le prêt et on n'entend plus parler de la personne. Il n'y a aucun courtier hypothécaire à appeler, mais tu vois que les intentions n'ont pas été bonnes, tu vois. Alors, toujours avoir une porte de sortie. Je pense que l'AMF travaille pour réglementer dans les prochaines années. Donc, comme du Airbnb illégal, il va y avoir beaucoup de prêteurs privés qui vont sortir. Donc, ça va être une bonne chose pour ceux qui font ça de façon professionnelle. Oui, exact. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100% d'accord parce que il y a l'inspection de bâtiment qui n'est pas réglementée trop, puis le prêt privé qui ne l'est pas. Fait que c'est sûr que quand ça va arriver à l'intérieur, là, ça va être plus avec des règlements. Puis l'AMF, on sait qu'il y a beaucoup de règlements. Ça va coûter des frais pour être capable d'être, on va dire, accrédité avec l'AMF. Puis ça va être bon dans le marché. Le seul défi que je me demande, est-ce qu'il va y avoir assez d'argent dans le marché pour être capable de financer tous les prêts qu'on a de demande présentement? Parce que là, monsieur, madame, pas monsieur, madame, tout le monde, mais beaucoup de gens se lancent dans le prêt privé. Et il y a beaucoup de demandes de ce temps-ci que je vois de mon côté. Là, c'est fou. Tout le monde veut faire... J'ai vu un faire... article dernièrement, je pense la semaine passée. Il y a plus de financement privé que de financement conventionnel.
parce qu'ils ont de la misère à financer sur le conventionnel, fait que les gens s'en vont au prêt privé. On va attendre 6 mois, 1 an que les taux descendent, puis après ça, on va aller se refinancer. Ou tu achètes un immeuble qui est vide, là, qui a 0 financement possible dedans, un multilogement, un 6 logements complètement vide. Il n'y a pas grand banque qui aime bien ça, avoir zéro revenu dedans. Là. Moi, ce que j'aime tout le temps dire, c'est pas combien ça te coûte, combien ça te rapporte. Hey, mon père, il disait ça aussi. Oui? Mon père, il disait ça. Puis je m'en suis tout le temps rappelé. C'est pas comment ça coûte, c'est comment ça rapporte. Oui, c'est un de mes mentors qui m'a dit ça, là, puis je l'ai gardé tout le temps. Honnêtement, dans le privé, là, ça te coûte 20 000 de frais. Ouais. T'en fais 100 000. Ouais. Comment? Oui, exact. Puis si tout est calculable, tout est prévisible. Puis si tu n'avais pas eu ce prêt privé-là de 20 000, tu aurais fait 0. Exact. OK? Ça fait que, es-tu mieux avoir 80 000 ou avoir 0? Ouais. C'est un choix. Quand tu travailles avec des bonnes personnes, quand les choses ont été bien faites dès le départ, les calculs ont été faits, voilà, il n'y a pas de risque associé à ça. Donc, tu es pour le prêt privé, pour utiliser les prêts privés? 100% du prêt privé, parce que sans prêt privé, il y aurait plein de projets qui ne se feraient pas. Par exemple, ton lotissement, tu me disais que tu as... Oublie ça, là. J'aurais jamais été capable de faire ça. Ouais. Fait Puis que, c'est quand même rentable. c'est rentable, oui, parce que puis c'est rentable, puis ça, tu le mets dans le calculateur. Dans ton calcul sur Excel, tu le mets dedans. Que ce soit du lotissement, que ce soit de la construction neuve, que ce soit un immeuble qui est besoin de beaucoup de réno, tu le mets dedans, puis tu regardes si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu passes au prochain dossier. C'est pas le temps, quand tu es rendu dedans, d'aller faire les calculs. C'est de se préparer à l'avance. Absolument. Ghislain, on a fait le tour. Hey, c'est super le fun d'être avec toi matin. Merci. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup compris et tu m'as beaucoup motivé aussi. Moi, je suis un investisseur. Des fois, c'est juste une question de parler avec quelqu'un qui fait de l'investissement, qui permet de dire, merde, il faudrait que j'investisse là-dedans, il faudrait que j'investisse ici, là. Alors, merci beaucoup. Mais tu sais quoi, l'investissement le plus payant, c'est de prendre ton portefeuille puis de l'investir dans ton cerveau. C'est là qu'on va aller. Plus tu as de connaissances, plus tu es capable de savoir comment faire, mieux que ça va être. Puis, on est là pour vous aider. On a des programmes de coaching, on a des soirées mensuelles à tous les 3e mardis du mois à Montréal et 2e mardi du mois à Québec. Ça coûte 20$. Là. Viens réseauter, viens voir les gens qui sont avec nous autres. Et bien sûr, on a des programmes de coaching. Absolument, Ghislain. Moi, je suis pour le développement personnel. Je dépense des dizaines de milliers de dollars par année juste pour m'instruire, pour aller chercher les connaissances. Je vais aux States pour aller chercher les connaissances quand on est limité ici. Ici, avec Imo Facile, il y a tellement de cours. On a beaucoup de formations. J'ai même acheté un de tes cours. Ah bon? Ouais. Lequel? Comment devenir prêteur privé. Ah oui, c'est bon ça. Je l'ai acheté juste pour comprendre un peu comment les principes vraiment au début de ma carrière. Et ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, et même aujourd'hui, je continue à acheter des cours, d'autres cours plus avancés aujourd'hui. Puis moi aussi, moi, j'ai acheté des cours. Là. Tu vois, au mois de juin, l'année dernière, j'étais à Miami, une belle place pour suivre des cours en passant. en train de suivre des cours en affaires. C'est que toutes les semaines, j'écoute des podcasts, j'écoute ton podcast, je n'écoute plein. Pourquoi? Parce qu'on apprend des autres. C'est comme ça qu'on réussit à apprendre. Ben oui, il y a toujours la place pour améliorer, toujours la place. Du jour, t'arrêtes d'apprendre, mais c'est le jour où tu meurs. Puis ce que j'aime avec toi, Ghislain, tu étais toujours trendy. C'est ça que je disais au début du podcast. Là, tu fais de création de contenu. Oui, exact. Tu te mets sur TikTok. Mais tout ça, c'est parce que tu regardes qu'est-ce qui fonctionne. Tu regardes les tendances. Et tu veux te perfectionner, tu veux t'adapter. Mais c'est seulement possible si tu t'écoutes des podcasts, tu lis des livres, tu travailles sur ton développement personnel. Encore, de mon côté, si vous cherchez des financements privés, financements alternatifs, vous avez des fonds, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plus que plaisir. Ghislain, merci encore une fois. C'est un plaisir d'être avec toi matin. Je viens de réaliser un de mes rêves. Ben merci. Plaisir, bye-bye. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.